Salut la compagnie, c'est Jules Melon et aujourd'hui dans un Ciné Critique, tiens, je reviens au cinéma d'Alex de la Iglesia. Je crois que j'ai déjà évoqué 5 de ses longs métrages sur la chaîne et pour son 6e, je reviens aux origines, son tout premier long, sorti en 1993, Action Mutante ou Action Mutante en version originale, qui a été produit par Pedro Almodóvar, qui avait beaucoup apprécié son premier cours, et qui donc, avec sa société de production et son frangin, El Deseo, a décidé de donner sa chance à un réalisateur assez fou, un peu punk, rebelle aussi, et dès cette première œuvre, du moins en format long, on le sent. Voilà, et au casting, on retrouve certains qui seront des habitués du cinéma de la Iglesia, enfin surtout un, Alex Angulo, dans un second rôle, mais très principal. Je crois qu'il n'y a vraiment que lui, après qui reviendra du moins plus d'une fois. La première prestation est tenue par Antonio Resines. Oui, c'est bien ça, c'est écrit un peu loin là-bas. En même temps, il fait sombre. Là, au moment où je tourne cette vidéo, on est en plein été, mais il fait quoi, 18 degrés dehors, il pleut, et voilà. Mais c'est pas grave, ça tombe bien. C'est le contexte parfait pour découvrir un film comme ça, aussi déjanté. Et sinon, oui, en tête d'affiche, ou personnage très secondaire surtout, nous avons des habitués du cinéma de Pedro Almodóvar, puisqu'il a prêté un petit peu ses actrices et acteurs, ou certains qui reviendront après. D'ailleurs, il sortira Kika, à peu près à la même époque, la même année en tout cas. Et dans ce film, il y a notamment Viviana Fernandez et Rosy de Palma qui apparaissent là dans des rôles d'invités lors d'une cérémonie de mariage. Enfin, bon, peut-être parce que c'était sur les mêmes studios à peu près en même temps, je ne sais pas. Mais on va reconnaître Fernando Guillén qui joue l'antagoniste principal, Orojo, qui lui avait déjà joué avant et après. Il y a même une apparition de Féodor Atkin qui était dans Talon Aiguille, vous voyez. On citera aussi la présence de Cara Elejalde, qui joue un rôle qui va être important plus en avance dans le film d'ailleurs. Et comme souvent chez De la Iglesia, d'ailleurs, d'emblée, il pose ses thématiques et ses obsessions, va suivre des marginaux, des laissés pour compte, des rebelles, si vous voulez. Là, c'est tout en même temps, puisque Action Mutante, c'est le nom d'un groupuscule terroriste qui sévit dans un futur pas si proche que cela à l'époque, mais quand même, 2012, qui est déjà notre passé pour nous, nom de Zeus, mais bon, c'est comme ça. Et on est dans une forme de dystopie où toutes les personnes considérées comme non normales, sous tout principe, même sur l'apparence physique, ne serait-ce que cela, mais évidemment sur certains déficits ou autres handicaps, tous ces gens-là sont mis au rebut de la société, n'ont pas du tout le moindre privilège, et parfois sont traqués. Et certains donc se sont mis ensemble, Action Mutante. On y retrouve par exemple une personne de petite taille bossue, des frères siamois, dont un est joué par Alex Angulo. Bref, voilà, quelqu'un qui n'a pas un QI extraordinaire, mais qui est baraqué, et un peu défiguré et tout. Et leur leader, Ramon, sort de prison, enfin. Et en attendant, c'est un peu l'équipe de bras cassés qui tente des actions, mais qui ne sont pas forcément récompensées derrière. En tout cas, c'est très direct, ça shoot, ça tire, ça tue. Alors, il s'attaque évidemment à des symboles de cette société soi-disant parfaite, à la Brave New World, un petit peu, mais très décalé quand même. On est plus proche de Brésil, de Terry Gilliam, que de cela. D'ailleurs, le film s'inspire de beaucoup de choses. Je reviendrai après sur certains points, évidemment. Oui, il s'attaque à des trucs esthétiques, de beauté, de gym, de culture du corps, quoi. Et le grand leader, là, qui possède une boîte qui fait notamment des petits pains ou d'autres trucs, il marie sa fille en même temps. Donc, quand Ramon sort de là, sa première cible, ça va être de kidnapper cette fille et de demander une rançon. Et donc, bon, allez, comme souvent chez les Iglesia, les personnages féminins sont assez maltraités. On peut toujours se poser des questions là-dessus. Mais ici, il y a quand même un discours social global qui englobe une véritable critique acerbe envers une société qui commençait de toute façon déjà dans les années 90 et même dans les années 80, venue des États-Unis, à donner cette culture d'une forme de perfection. Ça a toujours été une obsession. Et là, De la Iglesia, il déteste tout ce qui est soi-disant parfait. À chaque fois, il détourne les codes en utilisant beaucoup de styles différents, que ce soit dans l'horreur, dans le thriller, côté criminel, etc., film noir parfois, comédie déjantée. Là, on est dans une sorte de comédie de science-fiction, puisque ça se déroule dans le futur, donc c'est très bien. Avec une direction artistique, des décors et tout, je crois qu'on a été plus ou moins chapeautés par l'équipe technique qui s'est occupée de Délicatessen peu de temps avant, 2 ans avant, il me semble,
Et ça se sent, parce que j'ai vu cette information un peu après avoir lancé le film. J'ai mis pause, je me suis dit, attends, je regarde un petit peu, parce qu'on est vraiment dans l'univers Jean-Pierre Jeunet parfois. Bon, bah d'accord, voilà, bah, pas de souci. Et il y a une anecdote assez folle aussi, qui est en lien avec Jeunet, c'est qu'après ce film, quand même, De la Iglesia, il a eu sa petite réputation, surtout avec Le Jour de la Bête derrière, mais il a été parmi une shortlist plus ou moins approchée pour être potentiellement le metteur en scène d'Alien 4. Et finalement, c'est Jeunet qui l'a été. Et ça se sent parce qu'il y a des influences d'Alien là-dedans. Il y a une sorte de vaisseau, au moment où ils vont sur une autre planète. Ok, bon, hein. Une planète où il n'y a pas de femmes. Hein, bon, on en revient à ce que je disais il y a quelques instants, mais c'est pas grave. Donc ils prennent un vaisseau et tout. Ce vaisseau avec une forme très étrange. On pourrait y voir des symboles un peu sexuels derrière aussi, si on veut. Mais bon. Qui rappellerait presque l'ambiance Nostromo, autrement, hein. Et quand ils sont dans l'espace, même il y a les petits trucs caractères verts qui apparaissent pour dire destination et tout. Bon, voilà, donc c'est peut-être pour ça qu'il avait tapé dans l'œil dans les producteurs d'Alien à l'époque, mais Alex Iglesias à la réalisation d'Alien 4, oh, ça n'aurait pas forcément été encore plus déjanté que ce qu'a fait Jean-Pierre Jeunet, ça aurait été plus ou moins dans un même style décalé, mais je pense qu'Hollywood n'aurait pas été prêt. Voilà. Mais il y a eu Perdita Durango, qui a plus ou moins été co-financé par quelques fonds américains, hein, je crois aussi, alors, à vérifier, mais il me semble, hein. C'est une sorte de western à l'américaine de toute façon. Bref. Et donc ici on va suivre les déambulations de ce groupe terroriste, de ce groupuscule terroriste avec la mariée kidnappée, qui va tomber dans une sorte de syndrome de Stockholm, bon voilà, bon, sans en dire plus, mais aussi des tensions dans ce même groupe parce que la rançon demandée à 10 millions, peut-être c'est 100 millions, alors attention, il ne faut jamais croire les médias qui disent mais n'aurait-il pas quelque chose en sous roche, un traître dans le groupe, à moins que le leader veuille doubler ses collègues, ouais, bon, on voit tout très vite venir, c'est pas bien grave ça. Et du coup, on est vraiment dans un monde où c'est presque un peu le chacun pour sa gueule, y compris chez les frères siamois qui peuvent pas se séparer, mais qui peuvent pas tout le temps s'accepter. Ça me rappelle qu'à la même époque est sorti un épisode des Contes de la Crypte, à peu près dans la même idée. À un moment, j'y pensais, est-ce qu'il y a une influence? Parce que ça dépend, il est peut-être juste antérieur, hein, et les Contes de la Crypte des saisons 89, 90, 91. C'est peut-être pas tombé non plus dans l'oreille d'un sourd pour le duo de scénaristes, Alex de la Iglesia et son comparse, où il a un nom compliqué. Jorge Guericha Chevarria, à mon avis, il doit être basque. Voilà, il est né dans la province d'Oviedo. Oui, bon, on n'est pas loin, quoi. Oui, c'est un scénariste qui va beaucoup collaborer avec Alex de la Iglesia. Et oui, bon, c'est un peu le brouillon hein, de la Iglesiesque. C'est un réalisateur que j'aime, hein, quand même, hein, malgré toujours des défauts, mais ces défauts font partie de la conception et le côté, comme je le disais, punk, touche à tout aussi, mais toujours avec quelque chose, c'est-à-dire que tu sens, bon déjà c'est un artisan qui se fait plaisir, qui dénonce des trucs, parfois un poil trop frontalement quand même, en manquant de profondeur, donc on peut toujours avoir des lectures, on peut se prendre la tête sur certaines choses, d'accord ? Mais on voit qu'il y a une sincérité organique derrière et il y a un travail. Il y a un travail, la mise en scène, elle paraît assez folle et désordonnée, mais il y a quelque chose qui est une forme de début de maîtrise qu'il commencera à avoir déjà dans Le Jour de la Bête, qui est quand même un de ses plus marquants, et qu'il poursuivra après, parfois presque trop travaillé pour ce qu'il faisait au début, mais vous savez, l'équilibre n'est pas facile à trouver. Et bon, on peut parler de la Triste aussi, il y a quand même une évolution dans la carrière de la Iglesia. Et ici, c'est vrai que, comme je parlais de Brésil, de Terry Gilliam, on est dans cette idée de ça fonce, quoi. Et avec des emprunts un peu à droite à gauche. Alors, c'est amusant de voir comment il joue de la production d'Almodovar, parce que tout ce qui tourne autour de la cérémonie de mariage, et même des clichés poncifs de cette société très bourgeoise, là, de quasi-perfection, on voit que il emprunte de Almodovar pour un petit peu retourner cela, et cette cérémonie là où tu as aussi les palmas, tout ça qui apparaît, oui, tu pourrais t'imaginer qu'il, presque pas qu'il critique, c'est qu'il parodie un petit peu ce monde-là. Mais de toute façon, Almodovar aussi remettait en question certaines choses. Almodovar, parfois il mettait quand même le nez plus dans le milieu bourgeois, déjà dès à l'époque, dans ses films. Là, voilà, bon. Et donc c'est les laissés pour compte qui se rebellent et qui vont aller loin, évidemment, ils sont dans une forme de folie un peu crade et gore, c'est logique, quoi. Alors c'est pour ça que c'est là où ça manque d'identité, de profondeur sur cela, mais bon. Et ça va encore plus loin quand on va sur cette planète, là où, alors, évidemment, on n'est pas loin de Massacre à la tronçonneuse sur certains points, quoi. Je pense dans les influences. Et les influences américaines dans le cinéma de la Iglesia, hein, c'est certain. Et ici, on les sent déjà, il y a même un petit peu côté Mission Impossible, dont il y a le générique hein, qui apparaît hein, de la série. D'ailleurs, petit hommage au compositeur décédé il n'y a pas longtemps. Hein. Mais, vous voyez, c'est un gros melting pot crossover de choses, mais déjà, on voit son
son univers qui se met en place. Alors évidemment, avec ce côté un peu quasi steampunk à la Genet, donc forcément, nous, Français, en plus, on le voit frontalement. Mais il y a une identité qui se met en place petit à petit, et on sent qu'il expérimente déjà ce qu'il peut faire sur long métrage. J'ai pas vu son premier cours, hein, ce serait intéressant de s'y pencher, mais ce qu'il va développer par la suite, on le sent, il y a ici ce qu'il va faire plus tard, déjà. Après, évidemment, on peut toujours se poser la question sur certaines choses, bien sûr, qu'on aurait aimé plus d'avancées psychologiques aussi, mais c'était peut-être pas le but. On arrive à une finalité assez intéressante aussi. C'est sûr qu'il ne reste pas beaucoup de personnages vivants hein, et tout. Et puis bah, la caractérisation, bah, ça va avec l'ambiance du film qui n'est pas très subtile, du sinistre Orujo, là, le méchant, hein, joué par Fernando Guillén. Évidemment qu'on va penser, alors qu'il y a un truc qui passe devant, hein, il y a une petite bestiole là, on va forcément penser à un leader terrifiant et horrible dictatorial de l'époque, évidemment, des années 30-40 en Allemagne. Et on va penser à Judge Dredd aussi, je sais pas pourquoi, j'ai pensé à ça, cette idée aussi, peut-être des influences, je crois que c'est des comics à la base, Judge Dredd, si je me trompe pas. Mais bon, c'est pour ça que c'est un gros patchwork, le cinéma de De la Iglesia. Il cherche encore véritablement ici son approche stylistique ultime, qu'il va développer après, mais de toute façon, l'idée est là. Donc oui, il faut le voir, Action Mutante, c'est certainement pas son meilleur, mais en quoi que, je ne sais pas, à vous de me dire en commentaire comment vous l'appréciez ou non, mais évidemment, derrière, il ira plus loin, mais je trouve que pour des débuts, ça se porte là, et bon, c'est sûr qu'il y a des moments où tu peux être frustré quand même. J'avoue. Surtout que le film, il fait quoi, 1h20 1h30, 1h30, bon. 1h35 quand même. Oh, et ouais, mais c'est vrai que on va peut-être se perdre avec certains personnages, une fois sur cette planète-là, je sais pas. Mais oui, on sent qu'il veut vraiment quand même rendre hommage à ce cinéma qu'il a beaucoup aimé et qu'il a inspiré fatalement. N'hésitez pas à dire en commentaire ce que vous pensez d'Action Mutante, de ses prestations, de ses scènes cultes si vous en avez, et de sa place dans la filmographie d'Alex de la Iglesia si vous en avez vu d'autres. Et quant à moi, il ne me reste plus qu'à vous dire à la prochaine. Ciao.